Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Autour d'un verre, votre nouvelle émission culturelle coproduite par Eden TV et l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle, APIC. Eh bien, lorsqu'un verre est plein, on le vide, dit-on souvent. Mais lorsqu'il est vide, on s'en plaint. Mais là encore, ça dépend de ce qu'il y a dans ce verre. Si c'est du paracétamol, je ne pense pas qu'on s'en plaigne, on s'en réjouit plutôt. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau dans le verre, il y a de la culture dans le verre. Et pour commencer cette première édition, je vais vous présenter mes amis que j'ai à ma table. J'ai avec vous deux férus de culture, dont le premier, on ne le présente plus, c'est un chroniqueur littéraire. Il a travaillé longtemps avec Artistic Africa. On l'appelle Bill Fabroni Yokluno. Bonjour Bill. Bonjour Habib, bonjour chers téléspectateurs. Et nous avons une femme avec nous qu'on ne présente plus dans le milieu du blogging béninois. Elle s'appelle Ganiat Bello, écrivain, chroniqueur littéraire. Bonjour Ganiat. Bonjour Habib, bonjour à tous. Et pour commencer cette première émission avec nous, nous avons notre invité littérature. C'est une personnalité à part. Elle a sorti son premier livre à 17 ans, un livre qui fait parler de lui tout seul. Je vous présente Mademoiselle Mélissa Winsou. Bonjour Mélissa. Bonjour chers téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer avec la première rubrique de cette émission qui est constituée de 3 sous-rubriques, à savoir on en parlait, on en parle et en parlera-t-on. Dans la rubrique on en a parlé, nous allons parler d'un écrivain qui a fait parler de lui pendant longtemps et qui a disparu un peu des radars. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On va parler de Hilaire Devono. Ça te dit quelque chose, Bill? Oui, bon, Hilaire Devono, je sais de son passé qu'il a fait le séminaire. C'est un ancien séminariste. Il est écrivain, surtout novelliste. Il a écrit une nouvelle, je ne l'ai pas lue d'emblée, La floraison des baobabs. Un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles. Oui. Voilà, La floraison des baobabs, que je n'ai pas lu, mais j'ai appris que c'est une très belle nouvelle, un très beau recueil, si je peux me permettre. J'ai envie de le lire, mais je ne connais pas l'auteur. Gagnette, Hilaire Devono, ça te dit quoi? Merci Habib, merci à tous. Hilaire Devono, moi, c'est d'abord un jeune monsieur avec des dreadlocks sur la tête qui a beaucoup plus l'allure d'un artiste peintre que d'un écrivain. Pardon, quand j'apprends que Hilaire Devono, c'est un écrivain et un sérieux, un excellent écrivain, moi je suis étonnée. J'apprends aussi qu'il a écrit un recueil de nouvelles, de 12 nouvelles. Et avec précision, je le dis, La floraison des baobabs. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce livre, cet ensemble de nouvelles n'a jamais existé parce qu'on ne le voit plus à la librairie. Beaucoup de personnes ne savent pas de quoi ça parle. Donc je me dis qu'il y a un problème dans le milieu de la littérature ou qu'il y a un problème par rapport à ce livre spécifiquement et à l'auteur donc. Merci Gagnette. Moi j'ai lu La floraison des baobabs et je peux vous assurer que dans le milieu littéraire béninois, c'est la crème des crèmes. C'est un ensemble de 12 nouvelles ancrées dans la doxa, dans l'inconscient collectif africain, avec des textes qui parlent de fétiches, qui parlent de revenants, mais c'est de la très belle littérature. Et je suis vraiment déçu de voir que Hilaire est en train de disparaître de jour en jour. Je ne sais pas ce qu'il devient. C'est vrai qu'on se passe un coup de fil de temps en temps. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour que Hilaire revienne sur la scène, parce que sinon, on aurait perdu quelqu'un. Mélissa, tu connais Hilaire Devono? Non, je ne le connais pas. Mais son problème m'inspire beaucoup parce que je pense que c'est le problème que la littérature a de nos jours. Il y a de belles œuvres qui disparaissent et dont on n'entend plus parler. Parce que moi, je n'ai jamais vu le titre quelque part. Et si vous dites que c'est une belle œuvre, il faudrait vraiment qu'on commence par aider ce genre de personnes. Bill, Je crois que c'est peut-être un problème d'édition.
Ça dépend de l'éditeur. Si c'est une bonne maison d'édition, peut-être béninoise ou même extérieure, qui l'a édité, c'est à cette maison d'édition-là de mettre en marche une bonne communication autour de l'œuvre. Je ne puisse pas comprendre que l'œuvre, une si belle œuvre que vous avez lue d'ailleurs, soit en train de disparaître sans qu'on ne la ramène cette œuvre-là au Bénin, vers les Béninois, pour mieux lire. Pourquoi ne pas peut-être la mettre au programme si c'est une très belle œuvre? Je vais peut-être dire une connerie, mais nous le disons souvent, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, ce n'est pas seulement ce qu'elle-même peut faire, mais c'est ce qu'on peut l'aider aussi à faire. Quand le livre, les nouvelles, l'ensemble de nouvelles de Hilaire Devenou ne veut pas se vendre toute seule. Non, il faut une équipe de communication, il faut une belle équipe d'édition, il faut du travail autour. Et quand Mélissa le disait tout à l'heure, ce n'est pas seulement le livre de Hilaire Devenou au Bénin ou en Afrique qui pose problème, c'est la littérature dans son ensemble au Bénin qui pose problème. Parce que d'abord, la culture, comme on le dit, c'est le parent pauvre de tous les domaines d'activité et en Afrique. Mais quand on prend la littérature de façon spécifique, on continuera de le dire, certains vont le déplorer. Il n'y en a pas beaucoup qui lisent au Bénin. Et des livres comme ça qui coûtent qui sont relativement coûteux, c'est aussi un problème, c'est aussi une analyse qu'il faut faire afin de trouver une solution à ce problème. Parce que oui, tu as parlé de livres coûteux. Effectivement, ce livre a été publié aux éditions de Noirci-Bleu en France. Il coûtait environ 12 000. Alors, effectivement, ça pouvait poser problème parce que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mélissa? Je pense que par rapport au prix des livres, c'est dû au fait qu'il a été édité en France, n'est-ce pas? Je pense que par rapport au prix, si on laisse la maison d'édition à côté, je pense qu'il y a beaucoup de structures par rapport au livre, par rapport à l'art, et qu'il y en aura. Je pense que cette structure-là pourrait commencer par offrir des subventions pour aider ce genre d'œuvres. Le problème se situe peut-être au niveau de l'auteur. Est-ce qu'il a vraiment voulu étendre la vente de cette œuvre-là? Peut-être qu'il a fait déjà son chiffre d'affaires. Il ne veut plus... Ou simplement qu'il n'a pas voulu travailler sa carrière d'écrivain. Il a été juste inspiré, passionné par 12 belles nouvelles. Il les a offertes au public, au lectorat. Et puis, il est passé à autre chose parce que depuis 2000, comme vous avez dit, 2006, on sait d'Hilaire qui n'a plus sorti de façon officielle comme ça une autre œuvre. Ouais, moi, je pense que Hilaire est plutôt viscéralement perfectionniste. Quand j'échange avec lui, il a toujours des œuvres en chantier, mais je pense qu'il est obsédé de qualité et ça fait qu'il travaille toujours. Mais je pense qu'il faudrait Ce qui est aussi dommage, Habib, ce livre, il s'est fait tellement rare qu'on ne l'a même pas en plateau. Ouais, c'est un peu dommage. Moi, je dirais c'est très dommage. Mais je pense que d'abord, c'est un appel à Hilaire qu'on fait, d'essayer de rendre disponible son livre parce que c'est de la haute qualité de littérature. Et ensuite, comme disait Bill, ce livre au programme serait vraiment un plus pour les apprenants. En plus, je dirais qu'il faudrait que les structures, comme a dit Mélissa, s'intéressent beaucoup plus à la vulgarisation des œuvres qui se révèlent un peu chères parce qu'elles ont été publiées en Occident. L'autre solution aussi avec ce livre de façon spécifique, c'est de le rééditer, pourquoi pas au Bénin, afin qu'il ne coûte plus 12 000 francs CFA, mais peut-être entre 4 000 et 7 000 pour que certaines bourses puissent l'acquérir. Merci cher chroniqueur, merci à Mélissa pour cette première rubrique. Nous allons aborder la deuxième rubrique sans transition et cette fois-ci, nous allons parler du livre électronique. Le livre électronique, qu'est-ce que c'est? D'accord. Moi, je me suis dit assez oui. Quand un verre est plein, on le vide. Mais tu peux le vider? Comment? Le livre électronique, c'est un sujet très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et quand on parle du numérique, il faut parler des tablettes, des liseuses aussi. On parle de l'e-book, de l'e-reader aujourd'hui. Je crois que c'est un sujet intéressant parce que le livre physique, papier, est en train de disparaître. Les gens passent moins de temps avec le livre physique qu'avec leur téléphone.
Et si on peut apporter un livre numérique vers les gens, c'est toujours une bonne idée. Alors, je connais des exemples. Mais quand tu parles, quand tu dis que le livre physique est en train de disparaître, je ne suis pas totalement d'accord. Quand je vais dans les écoles, un peu partout... Attention, Fabroni, c'est un écrivain qui anime l'émission. Il ne faut pas heurter. Quand je vais dans le pays, au fin fond du pays, je vois que du livre papier. Il n'est pas en train de disparaître. Je ne parle pas de la quantité. Là, vous êtes en train de parler de la quantité. Moi, je ne parle pas de la quantité. Certes, vous allez dans les écoles, vous verrez les livres au programme, beaucoup plus. Il y en a assez. Même dans les bibliothèques, on ne voit que les livres au programme. Et paradoxalement, même dans les librairies par terre, on voit que les livres au programme. Mais les autres livres des particuliers qui ne sont pas au programme, je crois, il faut les amener vers un public qui est intéressé par la lecture numérique. Supposons par exemple, j'accompagne l'analyse de Fabroni avec cette fiction. Supposons qu'au programme, qu'on n'ait plus affaire à du cahier, à du papier, à du livre papier. On aura affaire à des tablettes. Et à des tablettes peut-être. Et nécessairement moi, c'est programme de cursus un autre volet de ce problème que j'aborde ainsi. Aujourd'hui, on encourage l'enseignant ou le système scolaire à moderniser sa façon de donner l'éducation, l'instruction. Donc, imaginons par exemple qu'au lieu d'un livre à l'école, qu'on soit en face d'une tablette, que l'élève ait une tablette. Donc, forcément, le livre électronique aura sa valeur d'exister. Donc, je me dis, d'accord, le livre papier, on l'aime bien, mais aujourd'hui, quand on parle de modernisation d'un monde, qui est il est essentiel qu'on fasse la promotion du livre électronique, que les auteurs fassent la promotion de leurs livres sur Internet. Oui, mais à Toviclin, on va toujours lire le livre papier. Non, j'ai pas dit qu'on va toujours lire le livre papier, mais combien de tablettes comment on va faire pour que... là, j'ai dit Toviclin, je stigmatise personne. Pas seulement à Toviclin, même à Cotonou ici, ce n'est pas encore le cas, c'est juste une fiction, comme je l'ai dit au début. Oui, mais est-ce que... Et à la bibliothèque des ambassades des États-Unis, il y a des tablettes qui permettent, tu peux lire grâce aux tablettes. Donc, dans les bibliothèques, on peut commencer déjà petitement. Mais moi j'ai même une nièce, elle n'a même pas encore 12 ou 13 ans, mais elle ne laisse la tablette à personne. Et constamment, sa lecture, c'est sur la tablette. Le livre papier comme ça, je pourrais dire, elle le voit, mais elle ne le connaît pas. Toutes ses lectures, et je sais qu'elle en fait énormément, c'est sur tablette. Quand on parle du livre électronique et du livre physique, je crois que c'est deux mondes. C'est deux mondes. À vouloir trop... C'est deux mondes. C'est vrai, quand je parle d'amener le livre vers les gens à travers le numérique, je ne veux pas tuer le livre physique. Parce que le livre physique, il faut permettre à l'auteur, à l'écrivain, de vivre de son art. Oui, mais tu donnes combien d'années pour qu'on parle de tablettes dans les écoles? Bon, je ne vise pas d'abord les écoles, mais je vise toute personne qui a envie de lire. Ça ne gêne pas, ça ne dérange pas qu'on ait des livres physiques, en même temps des livres électroniques. Et je peux parler de ce que je sais. Les livres électroniques, c'est d'abord pour rapprocher le lecteur vers le pays de l'auteur. Il y a des écrivains américains qui écrivent, mais c'est difficile d'envoyer, par exemple, des versions physiques au Bénin. On a parlé tout à l'heure de Hilaire Devenant. S'il a des difficultés à vendre, c'est parce que le livre est cher. Or, sur Internet, on peut se l'offrir peut-être à moins cher. C'est numérique. On peut l'imprimer soi-même après. Je crois qu'il y a plusieurs perspectives à envisager. Aujourd'hui, le débat, je pense qu'il a lieu d'être. Aujourd'hui, même le pape François, le premier livre des chrétiens catholiques, la Bible, la Bible, c'est l'un des premiers livres que la terre connaît. Mais ce livre ne se lit plus. Les gens l'ont sur tablette. Tout le temps, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous travaillons avec les médias sociaux. Tout le temps, on est sur Facebook, Twitter et tout. On lit. Donc si Moïse devait revenir, il aurait une tablette et non la pierre. C'est sûr.
C'est sûr, parce qu'il y a des écrivains aujourd'hui, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est de publier des parties, des portions de leur œuvre sur Internet afin d'attirer les internautes à aller vers le livre papier s'ils sont vraiment intéressés par le contenu de cette histoire-là. Donc, je crois que c'est l'une des solutions, une solution parmi tant d'autres. Mais le livre électronique, c'est un sujet que nous devons véritablement aborder et creuser. Donc, on en parlera forcément. Mélissa, un dernier mot. Oui, je disais que par rapport aux livres électroniques, c'est qu'il est plus facile d'obtenir ce type de livre que les livres papier. Moi, personnellement, quand on me demande si j'ai une bibliothèque physique, surtout au Bénin, en Afrique, c'est pas vraiment évident d'aller acheter un livre à la librairie et tout ça. Donc, avoir ça sur le téléphone ou sur la tablette, c'est beaucoup plus facile. Tu ne te déplaces pas et tu as des tonnes de livres. Mais je pense que c'est aussi un danger pour le livre papier parce que quand même, je pense que le livre papier a cette valeur que l'e-book n'aura jamais. Non, mais on fait face à la même réalité. Cette valeur sentimentale. Justement, cette valeur c'est une blague. Il y a deux personnes qui parlaient. L'autre avait sa tablette, elle lisait. L'autre avait son livre papier. Et puis, l'autre lui demande, ton histoire est finie. Elle dit non, c'est ma batterie qui est morte. Il y a les problèmes techniques de ce genre. Ça ne peut pas se décharger. Et on a des quoi? Quand on dit ça, des ou bien tu veux dire que quand la batterie est morte, c'est comme on ferme le livre, on l'ouvre après. En face d'une innovation, il y a toujours des problèmes. Oui. Et ces problèmes-là, les gens travaillent à les résoudre. Donc moi, je me dis, si nous sommes à l'ère du livre électronique, du e-book, pourquoi s'épancher sur des sentiments qui n'ont pas lieu d'être avec Daniel, le livre? ce qui est sûr, il y a des avantages. Je pense que le sujet est très passionnant. On va y revenir sur une autre émission. On n'en finira pas parce que c'est très passionnant. On va passer rapidement à la dernière rubrique. On a 1 minute. Est-ce qu'on en parlera? L'avenir du slam, selon vous, c'est quoi? Mélissa, l'avenir du slam. Selon moi, je pense que le slam évolue petit à petit. Avant, on n'entendait pas trop parler du slam. Il y avait juste Kamal, ou je ne sais pas comment il s'appelait. C'est lui qu'on connaissait vraiment au Bénin et ce n'était pas très répandu. Mais de plus en plus, j'entends parler des compétitions, des slammeurs, tout ça. Bill, le slam? Oui, je fais mienne, ou bien je fais mien les propos de Mélissa. Ok, donc tu n'as plus rien à dire. Non, j'ai ajouté. Je voudrais m'appuyer sur elle. Non, tu t'es fait bien, c'est pas, tu t'es fait Thierry. Ouais. Oh là là. Je continue. On en parlera, ou en parlera-t-on, c'est l'avenir du slam. Pas plus tard que la semaine qui est passée sur mon blog, j'ai publié un article. Je parlais de l'historique du slam au Bénin, à la compétition Slam Lady que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui. Et quand on parle de l'histoire du slam au Bénin, je reprends en résumé comme ça l'article, je pense à Sergent Marcus. Ce grand homme qui sur scène n'a de mots que son inspiration, n'a de belles phrases que ce qu'il a comme background. Le slam, moi j'ai connu le slam au Bénin d'abord avec Sergent Marcus. Ce n'est qu'après 2010 que Kamal Radji avec le titre Allume ton cerveau ou Assume ta jeunesse, ta jeunesse, a enflammé tout le monde avec ce rythme, le gong qu'il a utilisé pour alerter tout le monde des problèmes de nos sociétés africaines. C'est à partir de là que beaucoup ont commencé par aimer le slam au Bénin. Après, on a vu comme Amack Beignon qui chante, qui fait du slam. Oui, mais d'accord. Est-ce que c'est pas un effet de mode dans 10 ans? Qu'est-ce que le slam va dire? Je me dis toute chose. Peut-être que le rap aussi a pris par là pour devenir aujourd'hui ce rap-là que tout le monde rappe. Je dis des bêtises, mais j'imagine que oui. Est-ce que après on sera toujours en face de gens qui ont des textes jolis et qu'ils déclament de façon beaucoup plus douce que le slam, que le rap? Qu'est-ce que ça va devenir? La poésie ne mourra pas. Pas tant qu'on ne saura pas la date de la fin du monde. Et aujourd'hui, les gens parlent, mais on est toujours là à respirer du bon air entre griffes. Donc, le slam, c'est d'abord de la belle écriture, c'est de la poésie. Et tant que ça existe, moi, je sais que le slam, que ce soit au Bénin ou ailleurs, a un bel avenir devant lui. Je crois qu'il faut le labelliser. Un dernier mot, je t'avais coupé la parole exprès. Un dernier mot. Il faut le labelliser. Il y a par exemple le mouvement universitaire du slam, MUS,
je crois, qui continuent de travailler sur le slam. Il y a des concours, comme vous l'avez dit, il y a certaines personnes comme Harmony Bill Kataria qui continuent à travailler sur le slam. Oui, j'ai vu Harmony Bill Kataria à Paris dans un concert de slam avec Grand Corps Malade. Non, pas Grand Corps Malade, avec Souleymane Diamanka, avec Kael Faye. C'était la pêche. La salle était en feu, c'est extraordinaire. Et puis... C'est le sourire du Bénin quand on parle de slam. Harmonie sur un plateau de Amobé Mévégué, oui, voilà. Oui. Et elle a tellement, elle a charmé et les invités qu'on se dit, mais cette dame-là, ou cette jeune dame-là, elle vient d'où? Comment elle fait ça pour autant dire de belles choses avec le slam? Elle vient du Bénin. Merci à tout le monde. Je pense qu'on va boucler la rubrique opinion. Et dans quelques instants, tu veux boire un peu? Oui, un peu. Un peu de vin dans ton eau ou de l'eau dans ton verre? Mélissa, tu veux boire un verre? Non, c'est Non, bon. un verre d'eau. Parce que tu n'as pas encore l'âge de boire la bière. D'accord. Alors, nous allons, sans transition, retomber sur Mélissa. Alors, nous l'avons choisie comme première invitée de cette émission parce que son parcours est quelque chose d'exceptionnel. Moi, je me souviens, à 17 ans, j'étais encore avec mon père qui, à un moment... Les choses comme elles se sont passées, quoi. De façon... Aidez-nous à imaginer, à voir vraiment comment vous étiez à 17 ans. Mon père m'a donné de l'argent pour que je puisse faire publier un recueil de poèmes en France. J'étais très content. Je commençais à rêver ma vocation de poète quand un jour, quand j'étais entré en seconde C, il m'a appelé, j'avais 16 ans, et il m'a dit « Est-ce que tu sais que la poésie est finie ?» Voilà. Bon, donc quand je vois Mélissa, avec toute Comment on sa n'a pas jeunesse. compris? Pourquoi la poésie elle est finie? Parce que je venais d'entrer en seconde C et les Sur les histoires de maths. littérature, bon, on peut mettre entre parenthèses d'abord. Mais voilà, donc quand je vois Mélissa avec toute sa jeunesse qui vient de sortir un livre et pas des moindres, et que c'est pas de la camelote du tout, alors je me dis mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là? Je sais que Françoise Sagan a publié son premier livre à 16 ans, Bonjour Tristesse, qui était un best-seller. Mais des cas comme ça, on n'en voit pas souvent beaucoup. Alors comment ça s'est passé? Déjà, j'écris depuis que je suis petite, depuis le C1, C2. Pas depuis le ventre de ta mère, Non. comme le disent souvent les artistes. Non. Quand ils sont à court d'inspiration. Donc j'écrivais, mais ce que j'écrivais au départ, c'était des petites histoires comme dans les dessins animés. Après, j'ai continué avec le poème. Les poèmes, ça me permettait de mettre sur du papier ce que je ressentais. Parce que je suis une personne qui n'avait pas trop d'amis, qui n'aime pas trop rester, pas en société, mais pas trop avec les autres. Donc le papier, l'écriture était mon ami. J'écrivais tout ce que je ressentais. Après, j'ai continué avec des histoires que je partageais avec mes amis. Et au second cycle, au collège au pied, j'étais une scientifique, j'étais en D. Mais en même temps, mes parents et les professeurs m'encourageaient. Ouais, il faut faire les sciences. Hein. Ouais. À faire des deux. Donc j'ai participé au concours épistolaire de la Poste et j'ai vu, bon, si ça commence comme ça, c'est quand même intéressant. Après, j'ai découvert Wattpad et je me suis lancée avec ce livre. Et ça a continué. Bill? Parce que j'ai une belle question pour elle, mais je préfère que tu... Parce que quand on donne la parole à Gagnat, on ne reprend plus le micro, donc je préfère que... Non, c'est bien, c'est une forte présence sur le plateau. C'est une forte présence, Gagnat. Voilà, un pari dangereux, Mélissa Delali Winsou. Je crois que j'ai pris ce livre, je n'ai pas pu le déposer. Quand je l'ai pris, moi non plus. Je l'ai lu d'un trait, parce que c'est très intéressant. Une verve particulière qui ne dit pas son âge. Je peux dire de ce livre que ça peut faire un best-seller si on fait une bonne communication autour. Aux âmes bien nées, voilà, on n'attend point le nombre des années. Donc, je préfère que vous lui posiez la question d'abord, sinon je risque de tout déballer d'un coup. Parce que j'ai bouquiné ce roman et je le trouve très très intéressant. Gagnat, je sais que tu vas dire des méchancetés, mais vas-y, je te connais. Je ne sais pas si tu l'as déjà posé cette question, mais je vais demander à Mélissa, qu'est-ce qui n'a pas marché?
pour qu'à 17 ans, tu sortes un livre? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À 17 ans, j'étais dans les amourettes. Mais j'ai pas encore 17. Arrête ça. À 17 ans. Oui, mais je préviens pour mes cadeaux. S'il y a des gens, le vendredi, je veux des livres. Je préviens en même temps. Ce qui est sûr, l'émission ne passera pas avant ton anniversaire. Ce sera après. Et donc, je reviens à ma question. Mélissa, à 17 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, à cet âge-là, tu aies déjà ce livre? Et Habib, permets-moi de le dire, ce n'est pas n'importe lequel. Il y a certains aujourd'hui qui sortent 32 pages avec peut-être... La préface qui fait 10 pages, la postface 10 pages, et puis le reste, les remerciements et tout. C'est Après, lui le qui roman, sort c'est les une page. méchancetés. Et il m'accuse de cela. Donc, je me dis, c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais sorti un livre, mais quand j'avais peut-être ton âge, Mélissa, j'avais aussi ce journal en griffe intime dans lequel j'écrivais mes sentiments. Tu l'as toujours? Non, non. J'aimerais bien. Wow. Je pense qu'il y a des choses. Tu lirais des choses. Ah ouais. Je crois que c'est une habitude de femme. Les hommes aussi peuvent en avoir. C'est quoi cette histoire, habitude de femme? Bon, je me demande, c'est une question. Bon, Habib, tu as commencé par écrire comment? Tu avais... non, moi j'ai... C'était sur un tableau, c'était sur une ardoise, c'était dans ton sac? Moi, c'était un cahier où j'écrivais... c'est vrai, oui, Un cahier qui t'appartenait. On peut parler de journal intime. Alors, Fabroni, c'est quoi cette histoire de stigmatisation? Non, mais quand tu mets en griffe intime, tu vois, personne ne peut avoir accès à ce cahier. Or, le cahier d'Habib, je crois que les gens pouvaient avoir quand accès. je mets en griffe intime, crois l'éditeur, me demander pourquoi je fais ça. On n'a plus beaucoup de temps. C'est vrai Je qu'on parle de Mélissa. vais laisser Mélissa parler rapidement de ses perspectives et on aura d'autres occasions pour venir vraiment parler du livre. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de ce Je veux livre? qu'elle nous parle du contenu, Oui. de l'histoire. Mais très rapidement parce qu'on n'a plus... D'accord. D'abord, le titre, c'est Un pari dangereux. C'est de la littérature sentimentale et du drame. Par rapport au résumé, certains ont tendance à croire que c'est que de la romance, alors que Bill peut le confirmer, c'est du drame qui tend vers le roman policier. En fait, c'est l'histoire de Catherine. C'est une jeune femme de 25 ans qui a été violée quand elle avait 16 ans. Elle a rencontré Zach Green, qui est un Canadien, qui a aussi eu une partie un peu sombre de sa vie. Mais je ne vais pas révéler les pans de l'histoire. Ah oui, il faut qu'on achète le livre. Moi je l'ai déjà lu. Ou bien tu ne penses pas que je l'ai... Pourquoi quand je dis que je l'ai lu, vous me regardez de façon soupçonneuse? Mais je l'ai lu, le livre. Alors, voilà, on va clôturer cette émission. Mélissa Ouessou, c'est une jeune écrivaine béninoise. Elle est belle, elle est jeune, elle écrit bien, elle écrit comme les grandes personnes. Moi aussi. Et sincèrement, je pense qu'il faudrait qu'on s'intéresse pas à elle, à ses œuvres, parce qu'elle a 17 ans. Donc, qu'on s'intéresse à ses œuvres et que... Pourquoi tu... Mesdames, messieurs... J'ai rien entendu. On va clôturer cette émission en levant nos verres, même si tu as déjà fini, vous avez déjà... En levant nos verres et en disant à bientôt autour d'un verre. À bientôt. Bénin.